Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série TRS OII questions et réponses dans lequel je vous indique comment améliorer si vous ne disposez pas ou pas encore de données. Je suis Christian Oman, ancien cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. On vous charge d'améliorer la productivité d'une machine ou d'une ligne de production. Le TRS n'est pas ou pas encore mesuré. Vous ne disposez pas ou pas encore de données et vous avez lu et entendu à de multiples reprises que l'on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Il vous semble donc logique de commencer à mesurer avant toute chose, d'amasser des données, de les analyser, de comprendre le problème, d'élaborer des solutions avant de mettre les solutions pressenties à l'épreuve. C'est beaucoup trop long. Votre manager, votre patron ou vos clients ne vous laissent pas le temps de procéder de manière scolaire ou livresque. Il faut améliorer la performance très rapidement. Que peut-on faire dans un tel cas ? Je vous propose une approche pragmatique en 10 points pour améliorer sans même attendre d'avoir des données. Cette approche pragmatique en 10 points vise à commencer à améliorer avant même d'avoir des données et en se basant sur les connaissances disponibles et un peu de réflexion. La première étape consiste à lister les causes de perte de performance possibles. Il s'agit là d'une étape créative, entre guillemets, dans laquelle on émet des hypothèses quant aux causes de perte. Mais comme l'on va mettre en place la mesure et le suivi de TRS, on a tout intérêt à utiliser les types de causes et de pertes typiques que l'on suit dans la mesure du TRS. Pour cela, nous n'avons pas à les inventer, nous disposons de sources comme les 16 types de pertes de la TPM, ce que nous indique la norme NFE 60182, ce que l'on peut trouver dans la littérature à propos du TRS, de la maintenance productive, des pertes en production, etc., ainsi que les articles et les blogs qui traitent de ces sujets. On peut tout à fait procéder à un brainstorming sur la situation à laquelle on est confronté et rechercher toute autre source d'inspiration pertinente. Voilà une telle liste, très classique. La deuxième étape consiste à retenir les causes de perte applicables au contexte. Je vous donne un exemple. Si les changements de série sont a priori une cause de perte possible, mais que la machine ou la ligne en question est monoproduit et qu'il n'y a pas de changement sur cette machine ou la ligne, alors les changements de série ne vont pas figurer parmi les causes applicables. Un autre exemple est une machine pour laquelle on ne peut pas faire varier la cadence et il est très peu probable, voire impossible, qu'elle change spontanément de vitesse. Par conséquent, les variations de cadence ne seront pas non plus parmi les causes applicables. Une fois que la liste des causes applicables est établie, il est recommandé de mettre en place la collecte de données sans attendre, sur la base de ce premier travail qui vient d'être effectué. Troisième étape, dans la liste des causes applicables au contexte, on va discriminer les causes prévisibles de celles qui sont imprévisibles. Je reviens à ma liste précédente et pour chacune des causes retenues, je vais déterminer si elles sont imprévisibles ou au contraire prévisibles, voire même planifiées. Rapidement, les pannes sont par nature imprévisibles, les changements de série non seulement sont prévisibles mais sont généralement planifiés, tout comme les réglages et les essais. Les pauses du personnel, celles qui sont prévues au contrat naturellement et non pas les pauses spontanées que le personnel pourrait s'octroyer, sont des pauses qui sont planifiées, qui sont prévisibles. Le nettoyage du poste de travail, en général en fin d'équipe, est prévisible, planifié. La plupart des réunions sont planifiées. Les absences du personnel sont un cas particulier puisqu'il y a des absences qui sont connues d'avance et des absences qui sont imprévisibles. Nous avons encore la maintenance préventive qui est planifiée. Les micro-arrêts sont également de nature imprévisible. Les contrôles qualité que l'on effectue de manière routinière sont en général prévisibles, si ce n'est planifié. Les problèmes d'approvisionnement, ici il s'agit de problèmes qui surviennent de manière imprévisible, autrement on ferait tout pour les éviter. Les problèmes de non-qualité, c'est-à-dire le moment même où se produit un défaut, est en général plutôt imprévisible, tout comme les variations de cadence qui sont subies et non pas celles que l'on décide d'appliquer. Pourquoi cette discrimination ? La réponse est simple. En l'absence de données, il est recommandé de se focaliser tout d'abord sur les causes de perte qui sont prévisibles et planifiées. D'une part, parce que nous avons la certitude qu'elles vont se produire. D'autre part, puisqu'elles sont planifiées, on peut aller sur place pour observer, prendre des mesures, comprendre la nature des problèmes, etc.
Les causes imprévisibles peuvent survenir, et si ces temps d'arrêt sont suffisamment longs, il est recommandé de se rendre sur place et de mener l'enquête, d'observer et tâcher de comprendre le problème. Autrement, dans un premier temps, on va se focaliser sur les causes de perte prévisibles et retenir en priorité les causes de perte planifiées. Sixième étape, puisqu'elles sont planifiées, il est possible d'établir leur fréquence de manière prévisionnelle et ainsi obtenir un premier classement selon la fréquence d'occurrence ou de survenue de ces causes. Septième étape, pour les causes les plus fréquentes au moins, il faut se rendre sur place et enquêter sur les pratiques actuelles. Là encore, par exemple, si les changements de série sont des causes de perte planifiées fréquentes, on pourra vérifier comment sont exécutés ces changements de série. S'ils suivent un mode opératoire ou une routine qui est documentée, un standard, vérifier le degré de préparation avant le changement et apprécier s'il y a matière à améliorer pour gagner du temps productif. Tout particulièrement pour les changements de série, il y a la méthode SMED qui est largement documentée et on peut vérifier les pratiques actuelles par rapport aux bonnes pratiques du SMED. Un autre exemple peut être les pauses à rallonge que prennent les personnels ou des pauses non prévues qui ne sont évidemment pas des bonnes pratiques. À l'étape 8, on profite pour mettre en place les bonnes pratiques sans tarder. Et puisque l'on a ciblé les causes de perte les plus fréquentes, si l'on corrige des mauvaises pratiques ou que l'on améliore les opérations durant ces événements, on bénéficie déjà d'améliorations de performance que le suivi ultérieur devra confirmer. C'est l'étape 9 qui est parallèle à l'étape 8 et qui consiste à améliorer sans attendre en même temps que l'on met en place les bonnes pratiques. Un rappel ici, il ne faut surtout pas oublier de documenter l'état de départ, le niveau de performance, les circonstances, etc. pour pouvoir établir un différentiel et démontrer le progrès réalisé. Dernière étape, la 10e, qui consiste à continuer d'améliorer avec les données dont la récolte a été mise en place à l'étape 3B, et selon le volume de données récupérées, on peut commencer un traitement statistique. En résumé, voilà comment on peut initier une amélioration de performance alors que l'on ne dispose pas ou pas encore de données ni de mesures du TRS. La maxime selon laquelle on n'améliore que ce que l'on mesure est donc à considérer avec intelligence et non pas comme une règle absolue. Les défis et les circonstances obligent souvent à faire preuve de créativité, de pragmatisme. En tant que manager, je ne pourrais pas accepter l'objection que l'on ne peut pas encore améliorer, faute de données. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant cet épisode. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes publications et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.